Bonsoir à tous. Petit sondage pour démarrer. Qui a déjà utilisé Trafic en V1? Waouh, ok. La V2? Haha, ok. Si, 1, 2, ok. Alors, comment je me présente? Je m'appelle Jean-Baptiste Doumanjou, je suis développeur depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis là en tant que mainteneur de Trafic. Vous retrouverez les liens de la présentation à la fin avec un QR code si vous voulez flasher pour l'avoir. Donc, je travaille pour Containous. Donc Containous, c'est la société qui est derrière Trafic. Donc on est vraiment tourné à fond vers l'open source. On propose aussi Trafic en version entreprise. Je vais en dire un petit mot à la fin. Un support commercial et on a une équipe qui est complètement distribuée à travers le monde. On est une trentaine à l'heure actuelle et majoritairement des profils techniques. Alors, pourquoi Trafic? Pourquoi choisir Trafic? On va remonter un peu dans le temps. On va se baser un peu sur des pâtes, j'aime bien manger. C'est un peu l'histoire de l'architecture. Dans les années 90, on avait l'architecture spaghetti, en gros un bon bazar avec de la sauce par-dessus pour que ça passe, du copier-coller de code. Bon, c'était pas génial, on s'est dit ça serait mieux de faire une appli un peu mieux, où on sépare des couches pour que ça soit un peu plus propre. Donc on a un monolithe, mais un peu mieux séparé. Donc ça, c'est les lasagnes. Et puis petit à petit, comme on s'est dit, les lasagnes, elles sont balèzes, c'est pas forcément facile à utiliser, on va séparer en morceaux. Puis on veut des trucs un peu indépendants, je veux profiter du goût à chaque fois, donc on va faire plutôt des raviolis. Et la ravioli, c'est ce qu'on appelle les microservices. Et la prochaine archi, je sais pas, peut-être des pizzas. Ça, c'est les microservices. Donc la promesse des microservices, l'arrivée des microservices, on se lance, on est content, on va régler tous nos problèmes de grosses applis qui ne marchent pas, on va en avoir plein de petites, on va gérer le flux, ça va super bien se passer. Allez, c'est parti, toute l'équipe y va, et alors? Bon, ok, c'est un peu le bazar. C'est pas forcément facile à utiliser, il y a pas mal de problématiques. Bon, on se pose des questions. Mais parmi ces questions, il y en a une, c'est où est mon service? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai plein de microservices sur mon infra? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je l'atteins? Comment j'arrive à les gérer? Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'ai pas mal de connaissances. Et pour gérer ça, bon, il y a quand même des outils. Il y a pas mal de choses. Donc il y a des orchestrateurs qui vont gérer des conteneurs. Il va y avoir des libs, il y a des KV Store pour stocker des infos. Sur le cloud, il peut y avoir des services qui vous fournissent des choses clés en main. Mais tout ça, c'est bien. Par contre, ça nécessite quand même beaucoup de connaissances et potentiellement d'avoir des fichiers de conf qui donnent ça. Ça peut faire un fichier YAML assez long avec des décalages, les petits problèmes d'espace qui font mal. C'est un peu dur à faire quand même. Et là, si je vous disais qu'en fait, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça et vous n'avez pas besoin d'un gros fichier de configuration. C'est là qu'arrive Trafic. Donc Trafic, il va être entre toutes les communications qui arrivent de l'extérieur vers votre infra. Et lui, son boulot, c'est de vous faciliter la vie, d'arriver à générer une configuration qui vous convient sans avoir besoin de maîtriser tout. Donc je fais un petit virage sur le projet en tant que tel. Donc Trafic, c'est un projet qui est totalement open source, qui est créé en Go, qui est accessible sur GitHub, avec une grosse communauté derrière. On a plus de 25 000 étoiles sur GitHub. On a plus d'1 milliard de téléchargements sur Docker Hub, ce qui est quand même assez balèze, et plus de 400 participations extérieures. On a fêté les 4 ans il n'y a pas longtemps, et donc vous êtes ce soir ici pour ça. C'est la V2, la branche table du moment. Bon, on va essayer de rentrer un peu plus dans le corps et les concepts, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui arrive avec la V2. Donc, tout d'abord, concept simple, on dit que Trafic c'est un edge router, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit avant, il va se mettre devant votre infra et il va prendre le trafic qui arrive de l'extérieur. Et il va dialoguer avec votre infrastructure pour réussir à faire sa configuration. Donc souvent on dit que l'avantage de Trafic c'est qu'il est dynamique. Ça veut dire quoi dynamique? Ça veut dire qu'il est capable de parler avec Docker, avec AWS, avec d'autres choses. Il va récupérer les infos. Il va faire sa tambouille grâce à des annotations, des labels ou tout autre artefact sur vos conteneurs, web services, etc. Et il va générer sa configuration sans que vous ayez besoin de le redémarrer. Donc là, c'est une vue globale de l'architecture. Ce que je vais faire, c'est que je vais détailler point à point. On va rentrer petit à petit pour voir comment ça se passe. Les entry points. Donc les entry points, si on veut faire simple, en fait, c'est un port ouvert sur Trafic. C'est le plus simple que je puisse dire. Donc c'est l'arrivée de la requête, et ces entry points, ils peuvent être écoutés par des routeurs. Donc c'est quoi des routeurs? C'est une brique qui a une règle, donc cette règle-là, c'est par exemple le host, mon domaine. Donc quand j'ai le host, mon domaine qui arrive, hop, moi je suis routeur, j'écoute, je récupère la requête. Sachant que les règles, elles peuvent être composites. Donc vous pouvez faire avec des opérateurs, des et, des ou, vous pouvez avoir un host et un pass, vous composez comme vous voulez.
Et il y a une deuxième chose, c'est les middleware. Les middleware, c'est quoi? C'est un outil pour modifier la requête. Vous pouvez, par exemple, sur l'exemple de routeur 2, c'est hot user, vous pouvez appliquer une authentification. Donc un petit slide rapide sur les middleware. Donc je vous ai parlé de ces briques. Ces briques-là, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez et vous les associez à un routeur. Ça veut dire que vous pouvez créer un scénario. Vous pouvez dire, je fais d'abord une basic hot, après je vais rajouter, je sais pas, des custom headers, et puis je vais enlever le pass à la fin parce que ça ne me va pas pour atteindre mes containers. Et ensuite, on arrive au trafic. On arrive au service. Donc le service, c'est quoi? C'est une abstraction vers tous vos serveurs, web apps, microservices. Et c'est là où je vais dire comment je veux load balancer le trafic. Qu'est-ce que je veux faire pour atteindre ces serveurs? Donc on revient au schéma qui était au tout début. La requête arrive, les routeurs vont écouter en fonction de la règle marche, ils prennent la requête, ils vont appliquer les middleware dessus, dans l'ordre où on les a donnés. Ça va taper sur un service et le service va load balancer derrière. Donc je vous ai dit tout à l'heure, trafic est dynamique, dans le sens il va écouter, il va créer sa configuration. C'est vrai, mais il faut bien séparer la partie qui est statique et la partie qui est dynamique. La partie qui est statique, ça va être celle où vous définissez les entry points et les providers. Donc c'est celle où vous ouvrez les ports et c'est celle où vous allez dire je bosse avec Docker, je bosse avec Kubernetes. Ça c'est statique, vous devez redémarrer trafic pour que ça marche. Tout le reste, c'est dynamique. Routeur, service, middleware et des options sur les certificats. Tout ça, c'est dynamique et ça peut être récupéré via des annotations ou un fichier. Et tout ça, ça se recharge en live. Un conteneur est monté, il prend les labels, il le détecte, il va le lier. Donc maintenant qu'on a vu les grands concepts, on va regarder un peu à quoi peut ressembler la configuration. Donc ça, c'est un schéma d'utilisation la plus simpliste possible avec Docker. Donc je prends trafic, je lui dis voilà, je veux bosser avec Docker. Et je vais mettre deux applis derrière, et je vais mettre un label, je vais dire, toi, tu vas récupérer du WMI 1, toi, tu vas récupérer du WMI 2, et je pars comme ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est un Docker Compose tout bête. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie commande, en fait, je vais dire, je veux utiliser le provider Docker. Donc, ça, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est la configuration statique. Donc, je le lance, j'utilise Docker, j'ouvre le port 80 pour l'atteindre, bien sûr. Et dans les volumes, je monte le Docker Sock. Alors ça, c'est pour de la démo et pour montrer. Je vous encourage à aller voir les bonnes pratiques pour de la prod. Évitez de faire ça. Et ensuite, on a une web app qui est un WhoAmI. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise souvent en interne pour faire des tests, voir si la requête passe bien. Et donc là, c'est le label qui va définir comment ça va se comporter. Donc on a traffic.http, parce que je travaille avec du HTTP. Routers, c'est le routeur que je configure, que j'ai appelé web app. Et la rule que je configure, c'est localhost. Donc ça veut dire que quand une requête arrive sur trafic sur le port 80 avec du localhost, hop, c'est cette application qui va être servie. Donc là, il y a un tout petit peu plus de contexte. Je veux taper un serveur, donc c'est au niveau du load balancing, mais il a un port particulier. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un label sur le service, donc c'est toujours http.service. Jenkins, parce que je l'appelle Jenkins, et on va configurer le load balancer. Donc load balancer.server.port, ça paraît un peu long, mais c'est pour configurer la chaîne. 80-80. Donc ça y est, je lui ai dit qu'il allait taper derrière en 80-80. Donc une règle sur le host avec mycompany.org, et j'ai un et passe préfixe. Donc ce qui rentre en mycompany.org/Jenkins va être redirigé ici. Et la dernière chose que j'ai à faire, c'est de dire au routeur, utilise ce service. Voilà. Là, j'ai créé ma configuration, ça monte, hop, c'est lié. Une autre, alors là, c'est une utilisation simple de middleware. Donc là, on n'a qu'un seul middleware. Sur le routeur, donc on a la configuration de la règle, c'est la même chose qu'avant. Et par contre, je déclare un middleware HTTP. Donc http.middleware.getServer-strip préfixe, c'est le nom que je lui donne. Et après, on a strip préfixe.prefixes. Donc ça, c'est sa configuration. Et je lui dis /getServer. Et ce middleware-là, je l'ai déclaré, mais je veux l'appliquer. Je l'applique sur le routeur. Donc je le mets dans la liste des middleware. Donc je l'applique sur mon routeur GitServer. Qu'est-ce qui va se passer? La requête arrive. La rule match, et regarde, j'ai un middleware. Ouais, j'ai un middleware, je dois enlever le préfixe. Il va l'enlever et il va servir derrière l'application. Donc là, on a vu un peu du Docker avec des Docker Compose et des labels. Je vous montre ce qu'on peut faire avec des fichiers de configuration. Donc là, c'est un exemple de Canary. Alors le Canary, c'est quoi? Typiquement, je peux avoir deux versions de l'appli. Il y a la première, la deuxième. La deuxième, je veux la tester, mais je ne veux pas tout envoyer dessus. Donc j'ai envoyé une partie. Donc je n'envoie qu'une partie du trafic.
En fait, c'est du waiting round robin, mais sur service. Donc, on va avoir 3 services de configurer. Le premier, c'est celui qu'on a appelé Canary. Il va avoir un service app1 avec un poids de 3. Le deuxième, c'est appv2 avec un poids de 1. Et en dessous, je déclare mes services. Donc, j'ai appv1, c'est du load balancer sur des serveurs. Là, il y en a un, on aurait pu en mettre autant qu'on veut. Et appv2, de la même façon, sur un autre serveur. Donc là, on avait un peu de Docker, on avait un peu de file. Qu'est-ce que trafic dans le contexte de Kubernetes? Dans Kubernetes, trafic, c'est un ingress controller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là, en entrée des requêtes qui arrivent, et il est capable de récupérer les informations sur Kube, de dialoguer et d'avoir, en fonction des services, de taper sur les pods, donc sur vos serveurs qui sont derrière. Qu'est-ce que ça donne? C'est l'utilisation d'un ingress. Un ingress, c'est un objet Kube, donc qui est totalement classique, c'est pas propre à trafic. La seule chose qui est propre à trafic, c'est la notation. Donc on va définir un ingress class qui est trafic. Donc à partir de là, on a dit mon ingress, ça sera un trafic. Et en dessous, c'est on va dire une API commune, enfin c'est une configuration commune. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il écrit le host localhost. Donc si j'ai quelque chose qui arrive en localhost, avec un pass /OMI, je l'envoie sur le service web app. Et derrière, ça tapera dans des pods. Alors l'ingress, c'est bien. Mais par contre, il y a beaucoup de limitations, et suivant les ingress que vous allez prendre, ces annotations sont complètement différentes. Donc sur la V2, on a fait le choix d'introduire un custom resource definition, enfin même plusieurs, dont ça, l'ingress route, qui est le routing HTTP. Ça permet d'avoir une configuration plus large, peut-être un peu plus proche de ce qui se fait dans le trafic, et d'accéder un peu à toute la puissance qu'il y a derrière. Donc la conf ressemble un peu plus à ce qu'on a vu avant. On peut avoir des entry points, donc là un entry point web. Et en fait, c'est la même règle mais écrit différemment. Le matching, c'est du host localhost et passe préfixe, donc on revient au même que l'exemple précédent. Et sur le service web app, sur le port 80. Alors comme c'est un objet à part entière Kube, vous pouvez y accéder, vous pouvez le récupérer et avoir ces informations dans Kubernetes. Donc là, je vous ai montré l'ingress route version HTTP. Il y a son pendant TCP, qui est l'ingress route TCP, et celui-là, de la même façon, c'est un objet que vous pouvez manipuler et utiliser. La différence qu'on voit là, c'est que la seule règle de matching qu'on a, c'est host SNI, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire sur du TCP, pour router le trafic. Voilà, on a vu un peu la configuration, donc on va attaquer la démo. Je vais essayer de ne pas me loutrer. La première démo, on va attaquer sur quelque chose d'assez simple. Je veux juste router du trafic sur un MongoDB en TCP, point. Donc vous me dites si ce n'est pas lisible. Sur cette partie, le Docker Compose, c'est bon pour tout le monde? Ouais? Ok. Alors celui-là, je vais le détailler bien et après vous allez voir que ça se répète un peu. Donc là, dans la commande, donc c'est ce qu'on disait, c'est la conf statique. J'ai API et API.insecure. C'est quoi? C'est pour exposer l'API et derrière le dashboard de trafic. Et le fait de mettre insecure, ça m'évite de faire une configuration particulière. Lui, il va ouvrir un port 8080, il va créer le routeur qui correspond, le service qui correspond, et on va accéder au dashboard pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ensuite, provider.docker, bon, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est juste que je travaille avec Docker. Ensuite, c'est mon entry point que j'ai appelé Mongo et que j'ai ouvert sur le port 27017. Donc après, c'est du Docker, j'ouvre les ports, donc le 27017 et le 8080 pour accéder au dashboard. Je monte le Docker sock, et en dessous, j'ai quoi? J'ai une image de Mongo toute simple, donc je configure mon routeur. Donc j'ai une règle qui est host SNI étoile. Là en gros je ne m'embête pas, prendre tout ce qui rentre. Je ne cherche pas à comprendre, je veux juste que le TCP arrive. Et l'entry point qu'on écoute, c'est Mongo. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Alors c'est normal, c'est tout cassé, c'est parce que pour l'instant j'ai rien lancé. Donc la première chose que je vais lancer, c'est trafic pour qu'on voit le dashboard. Voilà. Donc là, ce qu'on voit chargé dans HTTP, c'est ce que je vous ai dit, c'est juste pour accéder au dashboard. Je n'ai pas évité qu'on le voit lui-même. Et donc là, nous, on va se concentrer sur le TCP. Il faut le temps que ça charge. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le conteneur est monté. Dans l'API de Docker, on a vu les labels arriver. Trafic, il a fait OK, tu veux que je fasse comme ça, je te crée ton routeur. Donc si je vais voir dans mes routeurs, donc j'ai un routeur tout simple avec la règle host SNI étoile. Voilà, l'entry point c'est Mongo, c'est du Mongo at Docker, et donc le provider c'est Docker.
Ok, ça s'est bien passé. Je vais voir que j'accède bien quand même à la base de données. Donc là, ça se passe bien. Bon, là, je me contente de voir que le trafic se fait bien, donc on voit juste qu'on accède à la base. Ok, ça c'est bon. La démo d'après, je me dis, ok, c'est bien, j'accède à ma base de données. Par contre, j'aimerais bien mettre du TLS. Et je veux le faire simplement, je veux juste que le trafic s'en occupe. Moi d'ailleurs, je n'ai pas configuré mon Mongo pour qu'il le fasse. Donc on revient. Hop. Donc là, on va regarder un peu le fichier de conf. Donc le début, c'est pareil, hein, c'est pour accéder au dashboard et travailler avec Docker. Après, j'ai une petite chose en plus, le provider file, ça me permet de monter de la conf dynamique dans un file pour pas trop m'embêter et pour pouvoir le partager avec d'autres éléments. Donc là, j'ai juste spécifié des certificats. Pour pouvoir faire le TLS, je monte des certificats à la main. C'est juste pour avoir un exemple relativement simple. Pareil, l'ouverture de port. Pareil pour Docker Sock. Et évidemment, j'ai les certificats en local, donc je les monte sur mon Docker. Et là, je vais avoir le Mongo 1. Donc ce qui va changer, c'est juste cette ligne-là. Je ne sais pas si on la voit bien. J'ai juste dit, vas-y, fais du TLS. Hop là. Donc c'est normal, c'est parce qu'on n'a plus rien. Voilà, trafic est arrivé. C'est mon go. Pardon pour les swipes. Donc là, je le monte. J'attends. Il l'a vu. Il l'a rajouté. Donc la petite chose qui change, c'est juste ça. Ok, je suis en TLS. Donc on va vérifier que ça marche bien quand même. Hop là. Donc là, j'essaie d'y accéder, mais j'ai pas mis les certifs. Donc là, ça marche pas. Ok. Maintenant, je vais essayer avec les certifs. Voilà, là j'y accède. Ok, ça se passe bien. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est le même routing que précédemment, mais avec du TLS. L'étape d'après. Bon, je rajoute un MongoDB en plus. C'est la nouvelle version, mais celle-là, elle se débrouille pour faire le TLS. Donc ce que je veux, c'est dire à Trafic deux choses. La première, je veux router mongo1.local vers mon ancien, donc je veux la terminaison TLS sur Trafic. Et puis quand j'ai du mongo2.local en STSNI, là je dis non, là moi je ne m'occupe pas du TLS, je le feed directement à Mongo. Donc c'est du pass-through. Qu'est-ce que ça donne dans la conf? Donc je reviens. Tout le début de la conf, c'est la même chose. Le premier, mongo1.local, on rajoute le host SNI mongo1.local, à la place de l'étoile, donc je ne prends pas tout, là c'est spécifique. Et je garde juste le point TLS égale true pour dire ok, je fais la terminaison TLS sur trafic. Le deuxième, je mets la règle à mongo2.local, et là cette fois-ci, je lui dis tu fais du pass-through. Moi je ne m'occupe pas du TLS, je refile tout derrière. Donc là, c'est juste la configuration du Mongo et le montage des certificats. Hop là. Je remonte d'abord trafic. Toc. Sur le dashboard. Hop là. Et après, je monte Mongo 1 et Mongo 2. Voilà.
Donc qu'est-ce qui se passe? Il va créer mes deux routeurs. Donc les deux sont en TLS, c'est juste qu'il y en a un qui est en passereau et l'autre qui fera terminaison sur trafic. Et on voit que dans les règles, j'ai un Mongo 1 et un Mongo 2. Donc maintenant, on va vérifier que ça se passe bien. Donc on va essayer de taper sur l'un puis sur l'autre. Hop là. Donc là, je vous passe le coup des certificats, je le mets direct. Donc là, on y est. Donc on voit bien la base. On va faire une petite opération quand même. Donc là, on voit en plus qu'on a meetup. Voilà, c'est pour faire une différenciation, pour voir qu'on tape dans la bonne base après. Donc là, je m'en vais. Je vais prendre la deuxième. Donc ce qui change, c'est le Mongo 2. Donc je tape dedans, il n'y a pas meetup, c'est bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Le premier, comme la fois d'avant. Le deuxième, j'ai détecté avec le CSNI que c'était Mongo 2. Je fais du pass-route directement vers le Mongo derrière. Voilà, tout ça c'est pas mal. Mais moi en plus, j'ai que ce port là d'ouvert, mais j'aimerais bien qu'on accède au dashboard en plus. Donc j'aimerais bien faire du routing TCP et HTTP sur le même port. Donc on va essayer de faire ça. Donc, on reprend la conf. Au début c'est pareil, Mongo 1, pareil, Mongo 2. Et là on a rajouté un Mongo Express. Et donc là, vous voyez la différence, c'est trafic.http. Donc on revient sur de la configuration HTTP, c'est plus TCP. Mon routeur, je l'appelle Mongo Express. Dessus, je mets une règle dashboard-mongo1.local, donc pour pouvoir différencier, être routé au bon endroit. Bon, j'ai gardé le TLS quand même pour être en HTTPS. Et je lui dis d'écouter donc le même entry point que les deux autres. Donc ça, c'était le cache. Voilà, trafic arrive. Je ne sais plus si c'était Mongo 1, Mongo 2. Donc là, je vais monter tout pareil que tout à l'heure pour voir les routeurs TCP apparaître. Super. Maintenant, je remonte un peu pour le HTTP. Là, je veux du Mongo Express. Voilà, j'ai un deuxième routeur qui est apparu. Je regarde. Donc j'ai dashboard-mongo1.local. Ok, cool, je vais essayer d'y accéder. Ah ah. Eh oui, parce que je ne suis pas sur le bon port. C'est 27017. Bon, forcément, c'est des auto-signés. Hein. Je vais me faire confiance à moi-même. Voilà. Donc là, en plus des deux précédents, maintenant, je peux accéder au dashboard. Donc j'ai gardé le même port. J'ai fait du routing, TCP, TLS, terminaison TLS sur trafic et pass-through. Une petite dernière, on revient sur le Canary, donc même principe que tout à l'heure. En fait, c'est globalement la même configuration, mais cette fois-ci, on va l'appliquer pour voir comment ça se passe. Donc sur le Canary, j'ai repris la même chose qu'au début de la présentation, c'est-à-dire j'ai fait une configuration file.
Donc pour savoir ce qui se passe, il faut aller dans din.conf.yaml. On va aller regarder la configuration. Donc là, globalement, c'est la même chose que tout à l'heure. Et ce qui va m'intéresser, c'est ce canary.docker.localhost pour voir si on atteint bien app_v1 puis app_v2 avec plutôt 3 fois app_v1 puis une fois app_v2. Voilà. Donc c'est la même configuration que tout à l'heure. Sortir ça. On va revenir là. Voilà, il revient. Ouais, par contre, il faut que je monte. Hop, je vais montrer quand même mes services, sinon ça ne va pas bien marcher. Il faut savoir que là, comme j'utilise file, en fait, c'est pas très grave. C'est pas sur le Docker qui va détecter les éléments, c'est vraiment, il va se fier à mon fichier à moi. Voilà. Donc ce qui m'intéresse moi, j'aurais pas dû faire ça. Je vais pas le avoir comme ça. Toc toc toc. Viens là toi. On va aller là. Un coin Nginx. Je recharge. Hop, j'ai mon VMI une fois, 2 fois, 3 fois. Hop, un Nginx. VMI une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Avec un file, je viens faire du weighted round robin sur mes 2 services. Alors, ce qui est à venir après, ce qui est dans les cartons là, c'est remettre en place le KV Store, c'est quand même assez important. On bosse actuellement sur l'UDP, qui ne devrait pas tarder. Alors, il y a le Canary et le mirroring qui arrivent aussi sur l'ingressRoute TCP, et plein d'autres choses. En fait, comme c'est open source, ça arrive au fur et à mesure, donc c'est en fonction de ce que les utilisateurs veulent et comment ça monte. Alors on aurait pu parler de plein d'autres choses, par exemple Let's Encrypt ou du mirroring ou d'autres providers. Comme c'est un peu long, je me suis arrêté à ça. Vous pouvez trouver pas mal d'infos. Alors le Back to Traffic 2.0, c'est un article de blog qui est bien écrit sur un peu la philo et vers quoi on voulait aller. Il y a le Community Forum où c'est assez actif, il y a pas mal de réponses. Alors ça peut mettre un peu de temps, ça dépend si vous avez plus ou moins de chance, si votre sujet intéresse. Mais il est quand même assez bien fourni, vous allez trouver beaucoup d'exemples et beaucoup d'aides. Et je vous encourage vivement à utiliser la documentation officielle. Si vous ne trouvez pas des choses et vous trouvez que c'est difficile à utiliser, n'hésitez pas à participer. Ouvrez des PR ou même dites-le nous pour la faire évoluer. Alors, trafic, il peut arriver aussi en troupeau. Si vous avez une infrastructure qui est un peu plus costaud, on va dire, et que vous avez besoin de achat, vous avez besoin d'une archi distribuée. La version entreprise, c'est ça. C'est vraiment tout ce qu'il y a derrière en distribué, clé en main. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous encourage à l'essayer. Si vous voulez voir ce que ça donne, il y a une version gratuite et il y a toutes les infos dans le site. Un nouveau venu, c'est Mesh, qui est un service Mesh peu intrusif, qui est basé sur trafic. Donc là, de la même façon, ce n'est pas vraiment le sujet. Je vous encourage à suivre le lien et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et ça sera tout pour ça. 2 dernières choses. La première, on a des stickers. Venez, n'hésitez pas. La deuxième, on embauche. Si vous aimez les énigmes et que ça vous tente, n'hésitez pas, foncez. C'est tout. Merci. Question. Pas de question. C'est un miracle, c'est pas de question. Une question rapide, tu l'as peut-être déjà dit, mais est-ce qu'on peut faire du Canary juste en déclarant dans le Docker directement? Ouais, alors il y a une petite astuce, que moi je trouve ça mieux. La partie Canary, le label, j'aurais tendance à le mettre sur Trafic ou un conteneur qui est assez stable parce que tu ne veux pas péter ta conf de Canary sur un service particulier. Mais ça marche en Docker. Ok, d'accord, ok. Généralement les gens font ça, ils mettent sur Trafic les labels qui les intéressent pour la conf tierce. Ok. Une autre question, comment on fait pour convertir tout ce qu'on a écrit en trafic 1 vers trafic 2?
c'est cassant. Donc on ne peut pas. Dans la doc, il y a un guide de migration. Il y a un outil qui a été codé pour la partie cube pour aider à migrer de l'ingress, d'ailleurs l'ingress cube qu'on a. Mais vraiment la V2, justement le numéro majeur, c'est pour dire c'est cassant et c'est pas facile. Enfin c'est pas facile. On a amélioré des choses, mais la contrepartie c'est qu'effectivement c'est cassant. Ouais. Et ce sera pareil pour la partie KV3, il va falloir refaire le... Alors ce qu'on a fait sur la V2, on est reparti un peu de zéro sur plein de choses. Ouais. Et le carré, c'est pareil, on va repartir de zéro très certainement. Alors soit il y a des gens qui vont être très motivés qui vont l'attaquer, c'est possible. Soit on va le faire en interne, on va essayer de le faire de façon la plus intelligente possible, du mieux qu'on peut avec cette nouvelle façon de configurer, etc. Mais le KV, c'est sûr, il va venir parce qu'on ne peut pas faire sans, je pense. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est que le KV parce que je ne connais pas? Key Value Store. Ouais. Donc il y a plusieurs technologies derrière. Et typiquement, ça sert, alors les gens s'en servent un peu à tout. Tu peux stocker une configuration dessus sur un environnement distribué. Tu délègues ta conf là-dessus et après il y a tout qui peut péter. Tu te dis juste va chercher la conf sur le KV Store. Donc ça c'est une des utilisations. Ça peut être pour tes clés, ça peut être pour. Enfin il y a pas mal de choses qui peuvent être faites dessus. D'accord. Et qui est intégré du coup la config que je sais pas. Alors trafic c'est toujours pareil. En gros c'est ce que nous on va appeler un provider. Il faut qu'on code la partie communication avec des outils tierces. Donc il faut qu'on code le fait d'être capable de dialoguer avec un KV quel qu'il soit pour aller récupérer les infos, etc. C'est être capable de dialoguer avec, comme on est capable de dialoguer avec le cœur ou autre chose. Vas-y, pour TCP, à quoi ça correspond SNI quand tu ne fais pas de TLS? Rien, parce que ça va avec le TLS. C'est pour ça généralement qu'on va faire du étoile pour faire une sorte de fallback. Mais c'est le seul élément quand ça arrive en TCP qui nous permet de faire du routing. Parce qu'après le reste à l'intérieur, du coup, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent du STCNI étoile, on prend tout ce qui est cette astuce. Ouais. Du coup, j'ai juste une question, parce que moi, Trafic 2, je ne connais pas du tout. Vous avez gardé quand même le support de Let's Encrypt, DARM, conf et tout. Dans quoi? Tu montrais avec des certificats. Alors, il y a le support de Let's Encrypt qui est dans la V2. Ouais. La chose qui change, c'est que la configuration a été adaptée pour qu'on puisse. En fait, on a appelé ça des cert resolvers. En gros, on peut le faire avec Acme, mais potentiellement dans le futur, on a créé un point pour qu'on puisse rajouter autre chose. Volt, par exemple. D'accord. Donc, oui, c'est toujours intégré. Et on a essayé de le rendre un peu plus facile pour implémenter d'autres choses qui arriveront en fonction soit des gens, soit de nous, notre temps. Ouais. Moi, il y a un truc qui me gênait avec Trafic, c'était le fait que via le socket Docker, il a accès, il peut basiquement être root sur la machine root. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Okay. C'est ce qu'on retrouve sur le net parce que c'est facile à faire et que généralement les devs ils montrent des choses faciles à monter. Normalement, sur notre site, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, on a publié un article dessus. C'est pas une bonne pratique en prod. Faut pas le faire comme ça. Donc, je vais pas l'expliquer là parce que c'est pas si évident que ça à monter. Mais il y a des bonnes pratiques Docker pour ne pas faire ça. Et non, ne faites pas ça en prod. On peut le monter en ligne tout seul La conf de prod, je me rappelle, moi perso, je ne l'ai pas fait depuis un moment, donc je ne pourrais pas te dire, mais je sais qu'il y a de la documentation qui explique comment faire. Ça passe pas par le protocole HTTPS. Ça passe? Il me semble que ça passe plus du tout par la socket en fait. Il faut ouvrir Docker c'est possible. autrement et après taper l'engine en HTTPS comme ça. Moi, honnêtement, je dev, donc je m'embête pas trop, mais par contre je sais que ça a été fait et que c'est pas une bonne pratique de prod d'utiliser la socket comme ça, c'est sûr. Je crois que c'est juste le TCP avec un port TCP, mais tu peux aussi monter des sites cartes intégrants dans lesquels tu vas monter ta socket et après accéder de manière plus sécurisée à ça. Mais allez voir, j'y vais et c'est un peu plus. Parce que là, il y a aussi des failles par rapport à ça. C'est cool. Tiens, on a d'autres. Ouais, question sur la partie middleware. Ouais. Est-ce qu'on peut créer son propre middleware, le charger dynamiquement dans le trafic, alors partager avec personne? Pour l'instant, il faut forquer pour le faire. D'accord, ok. On l'a pensé pour que ça soit facile à faire. Et bon, voilà, il y a une issue qui est récurrente, on nous demande souvent de faire ça. On y réfléchit, mais on veut arriver à quelque chose qui est pérenne et solide. Donc, je pense que ça viendra. Ok. Ouais. Vous avez commencé à réfléchir à UDP, support UDP? Ah oui, c'est en cours. Ça va arriver dans pas longtemps. Ouais. Ça fait partie des choses où on bosse en ce moment.
petit point sur les questions, pour l'instant, il n'y a pas encore les pizzas. Ah, allez-y. Non, personne. Ouais. Sur le même modèle que la question sur des middleware, écrire un provider, c'est forcément faire du Go, forquer, ou est-ce que il y a une plugin qui permet d'interroger notre service? À l'heure actuelle, on n'a pas de plugin. Coder un provider, c'est coder en Go et ouais. C'est pareil, potentiellement ça pourrait être un point d'inflexion pour montrer le plugin. Il y a un gros travail de fond dessus, mais c'est vraiment pas évident et il y a des outils qui existent à l'heure actuelle. Est-ce que ça supporte par exemple OpenStack? C'est juste Kubernetes? Non, pour l'instant. Brancher autre chose derrière. Alors pour l'instant. Ah. Pour l'instant, pour être exhaustif, les providers supportés c'est ça. Docker, Kubernetes, Marathon, Rancher et File. Et après on n'est pas fermé, c'est juste au fur et à mesure que ça vienne, c'est pas forcément évident à faire. Donc les contributions externes sont bienvenues, mais souvent coder un provider c'est pas forcément facile. Donc pour les gens qui font pas du Go ou qui sont pas habitués, c'est peut-être un peu dur de se lancer. Après, en interne on fait tout pour essayer d'aider les gens quand on peut. Pour avancer à l'APR, pour proposer des choses. Bon, on n'est pas non plus hyper nombreux, donc il faut arriver à gérer le flux. Mais ouais. Est-ce qu'on peut définir un timeout par route ou il faut définir un timeout global? Un timeout par route. Je veux dire un timeout pour accéder par exemple à un service. Si le service n'est pas disponible, par exemple, derrière. Alors ça va être quoi? C'est middleware. J'essaie de me rappeler lequel c'est. Ça serait quoi? Je suis plus sûr lequel c'est. Tu te rappelles Nico? Je sais plus lequel c'est. Cherche tellement. Celui-là, c'est pas sur par provider. On est sur le Rodi. Ouais, forwarding timeout. Donc par routeur. Désolé, je dis la doc, mais. C'est le plan d'adoption qui avant était global, exemple point. Maintenant, on a vraiment voulu décaler ce qui pouvait sur la dynamique, sur la configuration dynamique dans tes containers ou dans ton file, pour vraiment que quand tu dis chaque routeur, chaque serveur, tu vas avoir une configuration pour la fonction. Pour les métriques, il y a des trucs qui ont changé par rapport à la V1 ou alors je crois que les métriques pour l'instant ils sont très proches de la V1. Ouais. J'ai pas du tout bossé, donc je veux pas dire de bêtises. Ça c'est la migration, peut-être c'est la configuration. C'est un budget. Ah oui, t'as raison. Ah, donc on est compatible Datadog, FluxDB, Prometheus et StatD. Et je crois que dans la conf, il y a juste des petits éléments qui changent globalement, ça pour le coup c'est à peu près la même chose. Okay. Ouais. Avant, quand on devait mettre des certificats externes, il fallait stock file et faire démarrer le trafic si on changeait. Ouais. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'avec la notion dynamique de maintenant, on peut éviter de redémarrer le trafic avec un certificat externe? Alors on peut plus mettre des certificats statiques ou des dynamiques, soit par des files, soit par des Kubernetes. Ouais. Du coup, si on change le fichier, ça se recharge directement. Sur le file, c'est sur le dossier. Je sais que ouais, le Watchdog, il y avait des problèmes sur le file. Et le Kubernetes, c'est des secrets. Ouais, moi je suis des secrets avec lui. Donc c'est tout dynamique. Mais c'était déjà le cas depuis Trafic 1.5, voilà, le mode statistique. Ouais. Bah voilà. Vas-y. Sur Kubernetes, qu'est-ce que, si on utilise la configuration de base avec juste les ingress, qu'est-ce qui va changer si on utilise Trafic ou un autre manager d'ingress? Concrètement, pas grand-chose. Surtout qu'en V2, en fait, on a respecté stricto sensu un ingress. Du coup,
en vrai, c'est assez limité. Donc on va avoir les mêmes possibilités de configuration et après quasiment la même performance ou ça peut... Alors, possibilité de configuration sur la V2, l'ingress, je le répète, c'est très basique. Donc on fait vraiment la base, il n'y a plus toutes les annotations qu'il y avait avant. Et on conseille vraiment d'utiliser le CRD parce que c'est ce qui permet justement d'utiliser toutes les possibilités de trafic. Je ne sais pas si ça répond. C'est bon. D'ailleurs, par rapport à des benchmarks, allez-y, on a le temps. Vas-y. Je disais, mais par rapport au benchmark, du coup, par rapport à d'autres, comment ils se débrouillent les trafics C'est un gros sujet parce qu'on l'a souvent sur le tapis. J'ai envie de te répondre, ça dépend. C'est toujours pareil. En fait, non, mais en plus, c'est la vraie réponse parce que ça dépend de la conf, ça dépend de l'infra. En gros, je dirais trafic, c'est un bon trade-off. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Et ça dépend de l'utilisation. Je sais pas, tu vas faire du logging ou tu vas rajouter une chaîne de middleware un peu complexe. Ouais, la perf elle est pas top, mais forcément, enfin j'ai envie de dire. Et après, bon, c'est utilise du Go, donc c'est relativement performant, mais c'est quand même pas poussé. Donc j'ai envie de dire que les perfs sont plutôt pas mal de ce qu'on a vu, mais c'est toujours pareil, il faudrait que je le mette en contexte. Donc, voilà. Non, après, c'est une bonne réponse, oui. Par rapport à la souplesse de l'outil et la facilité de configuration, finalement, ouais, c'est un trade-off à faire. C'est ça, exactement. C'est vraiment pas le meilleur en termes de perf, c'est pas le pire. Mais par contre, le côté facilité est pas mal. Et ce que je peux dire aussi, c'est que normalement, si je me rappelle bien, dans la roadmap, on va avoir une période où on va essayer vraiment d'améliorer les perfs. Mais pareil, je peux rien promettre parce que c'est hyper dur à faire. C'est vraiment chaud. Ouais, moi c'est sur le côté dynamique. Est-ce que c'est vraiment du zéro downtime ou ah oui, c'est du les requêtes sont en attente et c'est redirigé après ou il n'y a pas de... Non. Pas ça. En fait, il y a une astuce, c'est open source, comme si vous arrivez à et c'est peut-être un peu dur à lire, c'est dans la partie serveur. On a vraiment la fin des requêtes qui avait commencé, je vais faire schématique, qui avait commencé avant, qui vont être derrière, qui vont finir. Et la compte va se charger et va reprendre tout le trafic. Il y a vraiment zéro downtime. Je sais qu'à une époque, il y a eu un débat là-dessus, mais vraiment, ça Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ouais. Dans le cas où on basculerait, je suis dans le monde Kubernetes, dans le cas où on basculerait du Nginx Ingress Controller vers Trafic, ça a l'air super chouette. Dans le cas où on a des options un petit peu particulières, par exemple pour contrôler le client body size, ce genre de choses-là pour certaines applications. Moi j'ai une application de deep learning sur laquelle je peux soumettre des fichiers qui font 5 gigas en une requête. Comment est-ce qu'on est capable déjà de gérer ce type d'option-là avec Trafic? J'ai vu qu'il y avait des issues qui étaient en cours sur la partie documentation, que tu as répondu d'ailleurs. Mais savoir s'il y a ces fonctionnalités-là qui sont accessibles en V2 un peu plus facilement qu'en V1, etc. Non, c'est pas du rate limit. C'est pas du rate limit. C'est plutôt être capable de gérer des grosses requêtes. Voilà, c'est ça. De pouvoir travailler sur toutes ces choses-là, comme pourrait le faire un Nginx Ingress Controller, parce que ça reste un Nginx à la base, donc il y a plein de features déjà out of the box, et on peut régler ça via des annotations de l'Ingress Controller. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, alors je vais être parfaitement honnête, j'en sais rien, pour le côté grosse requête, mais c'est intéressant. Je crois qu'on a fait des tests là-dessus, je sais pas. Julien l'avait testé. Julien l'avait testé, je crois. Savoir si c'est paramétrable au moins. Parce que j'ai vu paramétrable pour limiter pour l'agrandir, ça dépend déjà de savoir quelle est la valeur par défaut et pouvoir jouer un petit peu là-dessus. Uniquement quand j'ai des grosses requêtes à envoyer, parce que comment ça se passe et est-ce que ça se règle? Je regarde vite fait la doc, je triche un peu. Oui, c'est ça, max request. Par contre, je connais pas les valeurs max. Ok, non, mais ça, j'irai chercher, il n'y a pas de souci. J'ai un peu feignant, j'ai pas vu la doc. Après, la diff, ça va être passer des annotes à. Voilà, des annotations à migrer. Ouais. J'ai vu qu'il y a une niche encore là-dessus, mais je me doute bien que c'est un énorme travail de fournir un guide de migration de Nginx Ingress Controller. C'est un peu compliqué. Alors, le guide de migration de Nginx vers Trafic, nous on ne mettra pas dans la doc officielle parce que sinon il faudrait qu'on fasse les autres produits. On essaye de faire le V1 vers V2
Et c'est vrai que parfois, quand c'est des cas un peu à côté, ça peut mettre un peu plus de temps, mais il ne faut pas hésiter à ouvrir des issues, à revenir, à proposer sur le forum. Maintenant, il est un peu plus actif là, depuis la sortie de la V2, vraiment il y a du monde. Donc il faut venir avec ça, ça peut être super intéressant. Ouais, puis c'est de pousser pour un client justement. Pour l'instant, on utilise l'immigration numérique pour pouvoir donner d'autres possibilités sur les ressources Ingress avec notamment l'immigration cloud. Il ne faut pas hésiter à participer, l'open source faut en profiter un maximum et pousser pour toutes les utilisations possibles. Et une petite question subsidiaire, la dernière step de la V1 c'était la version Marwan. Oui. C'est quoi le nom de la V2, le petit nom? Parce que je sais que c'est que des noms de fromage. Je me rappelle même pas, j'ai honte. Ah oui, c'est Mondor. Non, mais comme à chaque fois on dit fromage, c'est Mondor. Ok, excellent. Il y a des débats en interne sur quel fromage prendre, et comme l'équipe est répartie, il y a un tel, moi je veux un fromage suisse, moi je veux un français, moi je veux. Enfin, c'est assez rigolo pour l'histoire. On a le temps, on a pas le temps. C'est un nom de l'éléphant. Ouais, en plus, c'est un nom de casse. Je vais tomber sur Dupont, je vais être bien. Ah ah non, C'est un nom d'or. Ouais, mais je suis là. Ah, mais j'ai pas le vrai logo. Du coup, si tu l'as, balance-le. C'est avec le conjoint. Sur quoi? Ah, mais je l'ai pas. Je sais pas où il est, mais ouais, c'est un dehors. D'autres questions sur le fromage? Si je peux, donc JB vous a dit on recrute, donc si ça vous intéresse d'avoir un peu d'informations sur la boîte ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir après. Je vous expliquerai un peu comment ça se passe chez Containers. On est en campagne dans le trafic. Containers, vous êtes où à la base? Alors, le cœur de la société, c'est à Lyon. On a une équipe à Toulouse, on a une personne en Belgique, une en Pologne, une à Paris, il y en a 2 à San Francisco, un à Porto Rico, un au Brésil et un en Amérique du Sud. Et au Canada aussi. Et à Toulouse, vous êtes en Afrique du Sud. Et en Allemagne, mais Afrique du Sud, j'ai dit. Toulouse, on est 3. On est 3. Vous êtes full remote ou vous avez une base On a un bureau à l'étincelle, et sinon non. Sinon, c'est du remote un peu à volonté, entre guillemets. Là, pour le coup, la boîte est très très souple sur à peu près tout. Non, mais les horaires. Et il y a la totalité de Toulouse. Voilà, typiquement, moi, je reste dans ma campagne la plupart du temps et je viens une fois de temps en temps voir des humains. Mais... on peut faire un peu ce qu'on veut. Ce qui est pas mal, c'est que c'est assez souple et que si on en éprouve le besoin, on peut leur demander d'aller à Lyon, par exemple, voir les autres. Là, il n'y a pas de problème, tout est pris en charge par la boîte, on va les voir, on passe un bon moment, on revient. C'est assez actif aussi sur les présentations. Généralement, on va à la KubeCon, DockerCon, GopherCon. Alors ça tourne pour partager un peu, mais bon, moi j'y suis depuis 1 an et demi. J'ai fait Seattle, Copenhague, Barcelone. Je sais plus. C'est tout déjà, c'est pas mal. Moi j'ai refusé Paris, je sais pas. Voilà, donc ça tourne pas mal, c'est assez actif. La partie remote est pas mal aussi. L'équipe est bien distribuée, mais ça marche bien. Je passe aux questions. Ouais. C'est pas trop dur ou chiant de bosser tout le temps en remote comme ça? Alors je pense que ça dépend des caractères. Moi je me sens mieux seul. Non, c'est pas trop dur, mais je pense qu'il faut absolument se voir une fois de temps en temps avec les autres. Même avec les Lyonnais, c'est important, ou même avec les, on va dire, étrangers, de temps en temps se retrouver. Ça permet d'échanger, de boire un coup ensemble, de voir les choses différemment. Parce que c'est vrai que quand on est trop seul longtemps, des fois on peut être dans des tunnels. Après, on a des petits artifices pour limiter ça. On a, quelle que soit l'équipe, des réunions tous les jours, dans le sens au moins se dire où on en est, ce qu'on fait. Et donc moi, je vais parler pour la partie OSS, parce que c'est là où je bosse. On fait du pair programming, vraiment. Dès qu'il y a un sujet un peu complexe, quoi qu'il arrive, on bosse à 2. Et on alterne. Donc on utilise Zoom pour partager l'écran et montrer le code à l'autre. On alterne un coup l'un, un coup l'autre. Et ça permet de, on va dire, de moins se sentir seul, quoi. Il y a plein d'autres astuces comme ça. Et du coup, vous faites que du Go ou vous cherchez d'autres stats, compétences
Alors, pour la partie back, on fait que du Go, et maintenant on va avoir un petit front. Voilà, on va avoir deux fronts, et eux, ils vont faire certainement du JavaScript, du HTML, ils vont s'amuser. Pour l'instant, on est sur du Go, on est bien. Je sens pas le langage qui est le plus important. Ouais, en fait, ça s'apprend. Oui, non, c'est pour savoir si vous avez d'autres idées, par exemple du Rust, on en parle beaucoup. Ouais, généralement, on parle du Rust, d'ailleurs on revient sur le sujet un peu des perfs, il y a pas mal de gens qui passent peut-être à Rust pour les tester perfs. Je pense que comme dans la logique de trafic, c'est ça, c'est avoir un bon trade-off. Pour l'instant, c'est pas au bout du jour. Je n'ai pas entendu parler que ça changerait, mais comme c'est assez dynamique, j'en sais rien. Mais là pour l'instant, non, c'est clairement Pourquoi pas sur des parties, sur certaines parties spécifiques. On n'est pas. Enfin, vous n'êtes pas fermé sur le niveau, forcément, spécialement. C'est-à-dire que potentiellement, le jour, c'est effectivement vous commencez à voir arriver du WebAssembly et surtout le système interface là qui arrive un petit peu de faire parler de lui là pour. Je sais qu'on n'a pas de doc. Et après, en tout cas, moi, les gens avec qui je bosse, on n'est pas des aficionados à défendre corps et âme le Go, c'est juste que ça convient parfaitement pour ce qu'on fait. Ouais. Après, j'en sais rien, enfin, les technos ça va, ça vient. C'est en Go, ce que tu viens des tests, c'est en Go. Ouais, je pense que ça vient aussi du contexte où il y a eu pas mal de projets en Go, mais on voit comment ça se passe avec les technos. J'ai fait ça lundi, après ça aurait demi, peut-être que ça sera rose dans quelques années. C'est pour savoir si déjà dans les cartons vous aviez d'autres trucs que du Go au niveau back. Parce que je me dis qu'au niveau front. Pas que je sache, je crois pas. Il va y avoir des bouts de C qui traînent, mais à part ça, non. Non, pour les autres, ça nous a fait des choses. Les pas de moi. C'est pas ça, mais c'est. C'est bon, on a fait du tour. Oh, si tu as des chiffres un petit peu de à quel point c'est utilisé, enfin à quel point le trafic est utilisé dans des infras, etc. C'est énormément utilisé. Alors, le titre il est un peu tape à l'œil avec 1 milliard de téléchargements, mais c'est le cas, on a plus d'1 milliard sur Dockerhub. Et quand on fait des confs, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant ouais, on utilise, c'est cool, dont des grosses boîtes. Donc ils ne crient pas forcément sur les toits, parce que je suppose que c'est pas encore assez classe d'utiliser le trafic. Mais on a énormément d'utilisateurs, et pour l'instant, en tout cas, moi ce que j'ai ressenti, c'est que la gamme d'utilisateurs était très large. C'est-à-dire qu'on apprenait des gars, ils étaient contents parce qu'ils ont fait la domotique et qu'ils contrôlent leur garage depuis leur téléphone. Et puis il y a des boîtes qui reçoivent des centaines de milliers de requêtes, qui se sont fait leur propre cluster de trafic et ça marche très bien. Je sais que c'est énormément utilisé. Voilà. Et après, en termes de back-end, c'est que ce que c'est qui est le plus utilisé, savoir s'il y a plus de choses avec Docker, s'il y a plus avec Kubernetes, etc. Alors, j'ai pas les chiffres, mais vu comme ça, au doigt mouillé, je pense que ça doit être du cube quand même. Dans les grosses boîtes, maintenant ils font du cube et c'en est presque, entre guillemets, caricatural, c'est-à-dire que ça va être un peu le choix par défaut. Sur toutes les grosses boîtes. Donc je dirais du cube dans les grosses boîtes. Et après, pour les petits projets, c'est peut-être encore du Docker, je pense. Il y a Docker Release, c'est vrai. On a une partie même de clients pro qui utilisent Docker Release. D'autres questions pour la trafic? Pizza? Pizza? Super. Merci.